L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, dirige l'Institut supérieur du travail. Il est expert des questions sociales et syndicales. Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire ensemble le bilan de 2023, anticiper cette année 2024. Nouvelle année, mais nos problèmes structurels sont toujours là. Taux de chômage en hausse, inflation, la croissance qui fait du surplace, les taux bancaires qui sont au plus haut. Et une bonne année, Bernard Vivier. Également. Et aux auditeurs. Bonne année avec toutes ces nouvelles qui semblent un peu épouvantables. Non, c'est pas épouvantable. Vous venez de donner le chiffre du chômage. Le chômage, depuis quelques années, s'est considérablement réduit. C'est un point positif. Nous avons des atouts. Notre pays est toujours très attractif. Ne soyons pas tristounés, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est vrai, nous avons un climat économique, un contexte économique incertain, avec, vous l'avez dit, une remontée de l'inflation, une dette publique aussi qu'il faut indiquer, qui est considérable. Nous avons, pendant la période Covid, dépensé beaucoup d'argent public et il fallait le faire. Mais nous nous sommes un peu habitués aujourd'hui à ce que l'État nous fournisse l'argent qui nous est utile, qui nous est nécessaire, dont nous sentons avoir besoin. Mais cet argent, c'est nous qui le produisons, ce sont les contribuables. Sur les indicateurs économiques dont vous avez parlé, chômage, inflation, quelle est la situation de la France quand on regarde en comparaison avec nos voisins européens? Est-ce que la France est si mauvaise élève que ça? Non, elle se tient bien, notamment en termes de chômage et même d'inflation. La France se tient bien et ce contexte économique doit être évidemment très rapproché de l'objet de notre échange là ce matin sur le climat social. Nous avons un climat social incertain. Nous avons toujours besoin de poursuivre des réformes. Et rien que de prononcer le mot « besoin de poursuivre des réformes », cela suscite évidemment beaucoup d'inquiétude, pour ne pas dire de rejet. Nous avons besoin de nous adapter parce que les technologies évoluent, parce que ces technologies bousculent les métiers, les emplois, parce que notre démographie évolue aussi. Si on veut se resituer dans le contexte européen, ayons bien en tête une idée clé, l'Europe va perdre 30 millions d'actifs d'ici à 2050, alors que la population totale de l'Europe va légèrement monter. On voit tout de suite l'impact que ça peut avoir sur l'emploi des seniors, sur l'immigration économique, sur le système des retraites. Le nombre de retraités et le nombre d'actifs continue toujours à être en défaveur d'un système équilibré de retraite. Un jour ou l'autre, nous aurons, c'est pas une prophétie malheureusement très agréable à annoncer, à refaire encore un tour de réforme des retraites. Donc nous avons un climat social incertain et pour cela nous avons des acteurs qui, sur le plan politique et social, sont dans l'incertitude. Sur le plan politique, nous le voyons bien, il n'y a pas de majorité présidentielle, ouais. Donc un remaniement est sans doute en cours, il y a des noms qui circulent. On voit bien que la puissance politique godille un peu. Et puis, sur le plan social, les représentants des salariés, les syndicats, ne sont pas au meilleur de leur forme, avec beaucoup d'abstention aux élections dans les entreprises. C'est pas une bonne chose. Avec également l'indifférence ou des replis corporatistes, des replis de catégories professionnelles qui se désintéressent de l'intérêt général. On va même pas utiliser le mot bien commun, mais de l'intérêt général. Vous parliez des réformes, au revoir Pôle emploi et bonjour France Travail. C'est un des gros sujets de la rentrée, la transformation profonde du service public de l'emploi. Grâce à cette nouvelle organisation, le gouvernement espère atteindre son objectif, c'est le plein emploi, c'est-à-dire un chômage autour de 5% à l'horizon 2027 contre un peu plus de 7% aujourd'hui. Est-ce que cette réforme sera suffisante pour atteindre cet objectif? Alors, c'est un très grand enjeu, cette question du chômage. Nous sommes effectivement aujourd'hui à 7,3%. Nous l'avons dit tout à l'heure, ça a beaucoup diminué. L'objectif de 5% sera très difficile à atteindre, mais il est des régions de France où cet objectif est déjà atteint. Lesquelles? L'Alsace, la Bretagne, la Vendée. L'autre jour, j'avais au téléphone un chef d'entreprise dans la région de Nantes qui me dit « Moi, j'ai du mal à recruter recruter des personnes et ensuite à recruter des personnes formées. » Et nous voyons bien la très grande importance de la formation professionnelle. Donc, France Travail vise à regrouper toutes les structures essentiellement publiques ou parapubliques qui concourent
à la recherche d'emploi, à l'accompagnement des chômeurs, à la formation des chômeurs. Donc, sur le papier, c'est une très belle idée. Il faut dire déjà qu'en 2008, il y a eu la fusion entre les ACDIC et puis la NPE. Les ACDIC qui versent les indemnités et la NPE qui aide les chômeurs à retrouver un travail. Mais ceci, c'est l'appareil d'État. N'oublions pas que les partenaires sociaux, c'est-à-dire patronat et syndicats, ont eux-mêmes des dispositifs, notamment dans la formation, qui sont terriblement efficaces. Est-ce que France Travail, c'est pas un simple rebranding, comme on dit dans le marketing, c'est-à-dire qu'on change le nom mais on fait la même chose? Comment être sûr que France Travail soit vraiment quelque chose de nouveau? Alors, il y a un des responsables de la CPME, la Confédération française des petites et moyennes entreprises, qui a eu cette expression concernant le nouveau patron, Thibaut Guilly, le nouveau patron de France Travail, instance qui se met en place depuis 2 jours. Et Éric Chevet, qui est le vice-président de la CPME, dit ceci, en parlant de Thibaut Guilly: il a montré qu'il avait les qualités pour cette mission. On doute plus de la nouvelle machine que de l'homme. On doute plus de la machine France Travail que de l'homme. Et on l'avait déjà vu en 2008, quand il y a eu la fusion ACDIC à NPE. Vous savez, c'est comme 2 tuyaux de 10 cm de diamètre. Vous les réunissez, vous dites ça va faire un beau tuyau de 20 cm de diamètre et tout va bien circuler. Eh bien non, ça a été bouché. C'est pas si simple. Voilà. Et là, on refait la même chose. On y adjoint l'AFPA pour former les adultes. Bon, c'est toujours grande interrogation sur l'efficacité des grands chaudron. La bonne cuisine, ça se fait parfois dans les petits pots. Une des mesures associées à la création de ce nouvel organe, c'est aussi l'inscription désormais automatique des bénéficiaires du RSA à France Travail. Aujourd'hui, seuls 40% d'entre eux sont inscrits à Pôle emploi. C'est une mesure qui fera donc mécaniquement d'ailleurs augmenter le taux de chômage puisqu'il y aura davantage d'inscrits. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, ce qui est important, c'est de s'intéresser aux personnes qui sont sur le bord du chemin depuis longtemps. Le chômage en soi n'est pas choquant si c'est un chômage, comme disent les économistes, frictionnel. C'est-à-dire je perds mon emploi, mais je sais que dans un délai très rapproché, je vais trouver un autre emploi. Ça, c'est ce que l'on voit. Dans les régions que j'ai citées, l'Alsace, la Bretagne, la Vendée, il y a du chômage, mais c'est du chômage frictionnel. Et c'est d'ailleurs pour ça que le plein emploi, c'est 5% de chômage. Parce qu'en fait, il y a toujours des gens qui changent de travail, donc il y a toujours un peu de chômage. Et donc un chômage à 0%, ça n'existe pas. Voilà. Le chômage structurel, le chômage dur, autant pour l'économie que pour les personnes qui le vivent, c'est un chômage où on s'installe dans l'exclusion, on s'installe dans le chômage, on s'installe dans le décrochage professionnel. Et ça, c'est quelque chose de très lourd. Donc, la clé de la réponse, elle est dans la formation, dans l'adaptation des personnes aux nouveaux métiers et donc aussi aux nouveaux emplois. Les métiers évoluent à vitesse grand V et nous allons avoir avec l'intelligence artificielle qui arrive dans les entreprises, dans l'économie, des bouleversements considérables avec des métiers qui vont être rayés de la carte et d'autres qui vont émerger. Et d'ailleurs, dans ses vœux, Emmanuel Macron a indiqué vouloir agir, je cite, pour l'école, l'enfance et l'éducation, afin de rétablir le niveau des élèves, l'autorité de nos professeurs, la force de notre enseignement. Fin de citation. Le système éducatif français, est-ce qu'il est encore apte à préparer les jeunes aux métiers de demain ? Alors, ne demandons pas à l'éducation nationale de faire ce pourquoi elle n'est pas faite. L'éducation nationale n'est pas faite pour former des personnes à des emplois, ni même à des métiers, mais pour les préparer, les équiper d'un dispositif intellectuel, scolaire, universitaire. Gros problème, là aussi, c'est le problème du gros chaudron. L'éducation nationale, c'est un mammouth, on a pu le dire, très difficile à réformer et de l'intérieur et de l'extérieur. Gabriel Attal s'y essaye. Et l'on voit aujourd'hui le président de la République, avec astuce intelligente, ne pas s'affronter à ce mammouth, c'est 1 200 000 fonctionnaires, mais développer sur un autre axe des dispositifs de formation qui vont être beaucoup plus réactifs. Les lycées professionnels, l'apprentissage, l'alternance. Et l'on voit aujourd'hui un choc en train de se préparer entre le monde de l'éducation nationale et des dispositifs de préparation post-bac ou post-école pour former les futurs métiers et les futurs emplois de demain.
Nous sommes avec Bernard Vivier pour évoquer avec lui cette situation sociale et cette année qui commence. L'occasion aussi de regarder la santé des syndicats. 2023 a été une grosse année avec une inédite union intersyndicale contre la réforme des retraites et puis un certain nombre de changements à la tête de ces syndicats. Exit Laurent Berger ou Philippe Martinez, place à Marie-Lise Léon et Sophie Binet. Qu'est-ce que ces changements augurent des relations sociales et syndicales en 2024 ? Le changement de leader ne change pas la ligne de l'organisation syndicale. Sophie Binet succède à Philippe Martinez à la tête de la CGT. Philippe Martinez a peut-être fait même probablement du surplace pendant 8 ans, de février 2015 à mars 2023. Il n'a pas poussé en avant son organisation dans un contexte interne très difficile. Sophie Binet a davantage les mains libres. Elle a aussi une jeunesse. Elle a 41 ans, 42 ans. C'est quelque chose de très, très fort pour une leader. Et elle a un profil assez atypique pour la CGT. Et elle a un profil assez atypique pour la CGT, mais qui se met en phase avec le monde du travail, c'est-à-dire plus jeune, cadre, voilà. La CFDT Marie-Lise Léon est dans la droite ligne de Laurent Berger, et puis d'autres leaders syndicaux comme Cyril Chabagnier de la CFTC qui lui reste en place, et ces leaders ne refont pas la partie, c'est l'appareil, l'organisation qui le fait. La grande préoccupation, elle est double en quelque sorte, c'est est-ce que ces organisations peuvent s'entendre entre elles? Elles l'ont montré contre le gouvernement. Est-ce qu'elles peuvent le faire au moment de la réforme des retraites? Est-ce qu'elles peuvent le faire pour quelque chose ensemble? La réponse est plutôt négative. Et puis la deuxième question, est-ce que ces organisations syndicales vont, comme ailleurs en Europe, davantage être portées vers la négociation, un syndicalisme de proposition qu'un syndicalisme de grève et de contestation? La réponse là est plus incertaine. Avec l'échec de Laurent Berger à discuter avec le gouvernement la réforme des retraites, est-ce qu'on croit encore à cette évolution du syndicalisme français vers un syndicalisme de compromis? Alors, réponse oui, entre patronat et syndicat. Le mot compromis, c'est la recherche d'un équilibre durable, la recherche d'un contrat, d'une convention collective, d'un accord national ou de branche qui est durable. Mais l'accord, l'idée de négociation, de compromis, la grande préoccupation, c'est entre l'État et les partenaires sociaux. Et nous avons aujourd'hui des réformes, par exemple l'assurance chômage, où l'on voit bien que les partenaires sociaux, patronat et syndicats, sont souvent guidés, presque domestiqués par la puissance publique, et il va falloir un jour ou l'autre clarifier où nous sommes dans un paysage social conduit par l'État, et c'est de l'étatisme, où nous avons une liberté des partenaires sociaux. Ça veut dire que désormais, il faut envisager une organisation où syndicats et patronat se mettent d'accord indépendamment du gouvernement. Ils vont voir le gouvernement en disant on s'est mis d'accord, voilà ce qu'on propose, et le gouvernement n'a plus qu'à tamponner. Mais oui, d'une certaine façon, vous savez, la négociation collective, l'essentiel, c'est pas l'État. Vous avez chaque année à peu près 900 à 1000 accords de branches, à peu près 100 000 accords d'entreprises. L'État ne va pas s'immiscer dans la vie sociale de toutes les entreprises et de toutes les branches. Et c'est un progrès social, répétons-le, comme partout ailleurs en Europe. Et pour conclure, Bernard Vivier, quelle est votre espérance pour 2024 ? Quel est votre souhait, peut-être un petit message positif ce matin ? Message positif, c'est un message finalement qui est bien, si vous me le permettez, puisque vous me demandez un avis très, très personnel, tout à fait, dans la ligne d'une radio qui s'appelle Radio Chrétienne en France, c'est-à-dire l'attention portée aux plus pauvres, aux délaissés, à ceux qui, dans le domaine de la formation, de l'emploi, ont besoin qu'on leur tende la main. Eh bien, tendre la main, voilà un beau message et un beau vœu pour 2024. Merci beaucoup, Bernard Vivier, d'être venu ce matin sur RCF pour évoquer ensemble cette année 2024 qui commence. Encore très bonne année, vous êtes bien à l'écoute de RCF.